Je demande à Magali Tessier, chargée de mission, d'intervenir. Merci. Bonjour. Alors, je vais essayer de vous présenter la mobilité donc, dans le secteur du transport aérien. Alors déjà, j'ai envie de dire, la mobilité, ou plutôt l'hypermobilité, est intrinsèque à l'activité de personnel navigant. Comment va-t-on aborder en fait cette mobilité de ces travailleurs un peu particuliers? Plusieurs questions vont se poser. Première question, c'est dans quelles conditions va se dérouler cette mobilité? Quelles sont les conditions d'emploi de ces travailleurs mobiles? Quel type de contrat de travail on va leur appliquer? Quelles conditions de travail? Et surtout, quel régime de protection sociale va-t-on leur appliquer? Une autre question importante, c'est le lieu de rattachement d'un personnel navigant à la réglementation d'un État en particulier, sachant que ce travailleur va traverser plusieurs États membres au cours d'une même mission. Alors, je vais développer ce sujet en 3 points. Dans un premier point, je vais traiter d'une notion fondamentale qui a déjà été énoncée par Sandrine Johnson, c'est la notion de base d'affectation, qui est une notion incontournable dans la vie d'un personnel navigant. Dans un deuxième point, je vais aborder la notion abordée par notre droit national, qui va permettre de réglementer le cadre d'intervention d'une compagnie aérienne sur notre territoire, qui est la notion de base d'exploitation. Et dans un troisième temps, je vais mettre en relief la particularité du contrôle dans le transport aérien. Alors, la première notion, c'est la base d'affectation. Elle est avant tout définie par la réglementation technique de l'aviation civile. Ça a été une notion donc définie premièrement par un règlement 3922-91 du 16 décembre 91 qui est relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile. Ce principe de la base d'affectation a été réaffirmé plus tard à l'occasion de l'adoption de nouvelles règles en matière de temps de vol. C'est notamment donc le règlement 965-2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes, et c'est notamment, j'ai envie de dire, le dernier règlement de 2014, le règlement appelé FTL, Flight Time Limitation, qui est venu définir précisément la base d'affectation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un lieu qui est assigné par l'exploitant aérien aux membres d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage. Alors, la réglementation FTL impose l'attribution d'une base à chaque personnel navigant. Une base, c'est avant tout un aéroport unique. Elle n'est pas appelée à varier fréquemment. Et pourquoi? Cette base d'affectation a pour objectif principal la sécurité des vols. Elle permet de définir le lieu à partir duquel on va pouvoir organiser le travail de l'équipage, calculer la durée du travail des personnels navigants, les temps de service, les temps de vol, mais surtout, on va pouvoir définir les temps de repos de ces personnels navigants, des temps de repos qui sont pré- et post-courrier, pris à la base d'affectation. Par voie de conséquence, cette définition implique aussi que le salarié soit domicilié à proximité de sa base, parce que c'est le lieu où l'exploitant n'est pas tenu de loger le personnel navigant. D'ailleurs, quand on contrôle, on s'aperçoit dans des contrats de travail des personnels navigants, souvent il y a une mention sur l'obligation d'être domicilié à moins de 90 minutes d'un aéroport. C'est souvent donc le temps imparti pour se présenter à un aéroport pour prendre son vol si on est dans le cadre d'une réserve et qu'on vient remplacer un autre personnel navigant qui serait indisponible, malade. Voilà. Alors, au-delà de la réglementation technique de l'aviation civile, on a le régime de sécurité sociale. Et là, les règlements de coordination de sécurité sociale se sont inspirés du règlement de 91 et ont repris cette notion de base d'affectation comme référence au niveau européen
pour définir le droit de la sécurité sociale applicable au personnel navigant. Et là, notamment, on touche au règlement 465/2012, portant sur la coordination des systèmes de régime de sécurité sociale, qui mentionne précisément qu'il est justifié de créer une règle spéciale faisant de la notion de base d'affectation le critère pour déterminer la législation applicable aux membres d'équipage, de conduite et d'équipage de cabine. Alors, ce règlement 2012 rajoute que la législation applicable aux membres d'équipage devrait rester stable et le principe de la base d'affectation ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d'organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d'activité. Donc là, on voit bien qu'à la fois au travers de la réglementation technique aviation civile et le régime de sécurité sociale, on vient essayer de mettre un cadre juridique, un socle, un fondement pour protéger ce travailleur hautement mobile. Alors pour autant, si en théorie ce cadre juridique paraît efficace pour protéger les personnels navigants, en pratique, les dévoiements sont quand même fréquents. Comment se manifeste la stratégie d'évitement? On va souvent assister à la désignation d'une base au siège de l'entreprise ou bien dans un état plus avantageux fiscalement ou en termes de cotisation sociale, ce que j'appelle moi la désignation d'une base fictive. Et dès lors, il va falloir déterminer où se trouve réellement la base d'affectation de fait de ce personnel navigant et plus précisément le lieu habituel de travail de ce personnel navigant. Et puis surtout, il va falloir définir sur quels critères on va pouvoir se fonder pour déterminer ce lieu habituel de travail. Alors sur cette question, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé dans un arrêt de septembre 2017 les critères permettant de déterminer le lieu habituel de travail d'un personnel navigant. Donc c'était un dossier mettant en relief des salariés de la compagnie Ryanair qui opérait sur une base belge, la base de Charleroi, mais la compagnie aérienne considérait que, vu qu'ils avaient signé leur contrat de travail en Irlande, eh bien c'était la loi irlandaise qui s'appliquait. Alors la Cour de Mons, la Cour belge, qui avait été saisie par ses salariés, a posé la question de la CJUE sur l'interprétation qu'on pouvait donner à la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, et plus particulièrement dans le secteur de l'aérien, si on pouvait assimiler cette notion à celle de la base d'affectation. Là-dessus, la CJUE a été assez précise, elle dit qu'en vue d'éviter justement la réalisation de stratégies de contournement, cette notion ne saurait être assimilée à une quelconque notion figurant dans un autre acte de droit de l'Union, y compris celle de la base d'affectation. Néanmoins, elle vient préciser que la base d'affectation constitue un indice significatif afin de déterminer le lieu à partir duquel un travailleur accomplit habituellement son travail. Alors elle va proposer aux juridictions nationales de se référer à un faisceau d'indices pour déterminer ce lieu habituel de travail. Et pour le secteur du transport aérien, elle précise qu'il convient donc d'établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport. Il faut établir le lieu où le personnel navigant rentre après ses missions, le lieu où il reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, le lieu où se trouvent les outils de travail et en dernier lieu, bien sûr, le lieu où sont stationnés les aéronefs à bord desquels le travail est habituellement accompli. Alors, grâce à ce faisceau d'indices, on va pouvoir souvent mettre en lumière la stratégie de contournement déployée par une compagnie aérienne pour éviter d'appliquer la réglementation adéquate aux membres d'équipage. Alors, ce cadre juridique européen, qui vise essentiellement la protection du travailleur mobile, ne traite pas pour autant du cadre d'intervention de la compagnie. Et là, dans notre droit français, en droit national, on a développé une réglementation spécifique par le décret du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien, qui est venu un peu transposer la loi travail de 2005, qui était sur le détachement, en vue de traiter particulièrement les cas de fraude à l'établissement pour les compagnies aériennes ayant une activité
habituelle, stable et continue sur les aéroports français. Donc ça, c'est notre point 2, la base d'exploitation. Comme je l'ai mentionné, donc la France a élaboré de son côté, et en marge du droit européen, une notion particulière de base d'exploitation. Alors cette base d'exploitation, dans le décret du 21 novembre 2006, elle y est définie comme un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue son activité de transport aérien avec des salariés qui ont le centre effectif de leur activité professionnelle. Le centre de l'activité professionnelle d'un salarié, c'est le lieu où de façon habituelle il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission. Cette définition en fait, de la base d'exploitation pose les critères de reconnaissance d'un établissement social d'une compagnie aérienne sur le territoire national. Donc aujourd'hui, ça vient compléter, mieux encadrer en fait cette mobilité des travailleurs et surtout, ça vient encadrer l'activité d'une compagnie étrangère qui va opérer depuis les aéroports français. Alors, si nombreuses sont les compagnies à reconnaître publiquement qu'elles disposent de bases sur des aéroports français, pour autant, certaines d'entre elles vont refuser de reconnaître un établissement en France. Elles vont parler de base opérationnelle, elles vont faire souvent l'assimilation avec la base d'affectation, mais elles ne voudront pas reconnaître en tant que tel le critère de base d'exploitation parce qu'elles savent très bien que ça engendre l'obligation de s'établir sur le territoire national. Alors, pour faire reconnaître ces cas de fraude, il va falloir opérer, bien sûr, des contrôles. Donc là, on arrive à notre troisième point, qui est le contrôle dans le secteur aérien. C'est un contrôle un peu particulier, un peu complexe, notamment de par ses conditions d'intervention spécifiques. Alors, quand c'est dans les locaux d'une compagnie, c'est un contrôle d'une entreprise lambda, que savent très bien faire les agents de contrôle de l'inspection du travail. Quand on est sur un contrôle sur un aéroport, eh bien, on est sur une intervention un peu particulière parce qu'on va intervenir dans une zone réglementée, la zone sûreté d'un aéroport, ce qui va signifier pour les agents de contrôle de détenir des habilitations particulières pour intervenir côté piste et une formation adaptée. Alors, la difficulté aussi de ce type de contrôle, c'est qu'on va opérer au pied de l'avion ou dans la cabine de l'avion. Ce contrôle va se dérouler dans une zone très circonscrite, avec beaucoup de monde. Vous allez avoir en face les membres d'équipage, les prestataires, avec plusieurs opérations en cours, et tout ça dans un espace réduit et surtout dans un espace-temps très important. En tout cas, les agents de contrôle vont devoir intervenir dans le cadre de la temporalité de l'escale. Et lorsqu'on se trouve sur des compagnies low cost notamment, eh bien, en fonction du type de vol, le temps d'escale va être très très court. Et surtout, c'est que les personnels navigants vont avoir différentes activités en cours, ce qui ne va pas faciliter l'intervention des agents de contrôle, qui doivent aussi avoir à l'esprit, malheureusement, la pression psychologique qu'ont les équipages en escale. Je vous rappelle quand même que pour un équipage, la priorité, c'est de faire décoller un avion à l'heure et surtout en toute sécurité et en toute sûreté. Donc, le cadre d'intervention est d'autant plus difficile pour les services de contrôle. Ensuite, pendant le contrôle, les agents de contrôle vont être confrontés à rencontrer différents statuts de travailleurs au sein d'un même équipage, ce qu'on va appeler souvent des équipages mixés. Alors, quel type de travailleurs va-t-on rencontrer? On va avoir, bien sûr, le travailleur en CDI, mais enfin, ça reste un peu marginal, surtout sur les low cost. On va avoir le travailleur détaché. On va trouver le travailleur temporaire avec des formes plus ou moins atypiques de contrat de travail. Alors, le traditionnel contrat saisonnier, avec une précarité qui va s'inscrire dans le temps au fil des saisons, chez certaines compagnies aériennes. On va trouver l'intérimaire, mais surtout ce qui se développe aujourd'hui de plus en plus dans le transport aérien, c'est la mise à disposition de personnel par des sociétés étrangères de placement de personnel, par des plateformes numériques. Ça, c'est une vraie difficulté. Et une autre catégorie qui est en constante évolution aussi dans le transport aérien, ce sont les pilotes faux travailleurs indépendants.
Donc ça vient polluer un petit peu le secteur de l'aérien. Troisième élément sur lequel vont se confronter un petit peu les agents de contrôle dans la caractérisation de l'infraction, c'est la dématérialisation des moyens techniques et des outils de travail. Aujourd'hui, les agents de contrôle sont confrontés à un modèle d'exploitation des compagnies low cost qui implique de plus en plus une organisation du travail par voie dématérialisée. On constate de plus en plus fréquemment l'absence de locaux, de bureaux de la compagnie, salle de préparation des vols. Tout ce qui est instruction, contrat de travail, toute la relation de travail du personnel navigant va se faire par voie informatique via les nouvelles technologies. On va utiliser des tablettes, des smartphones et on va se loguer à distance au serveur de la compagnie. Et donc face à ce nouveau mode d'organisation du travail, qui constitue aussi une stratégie d'évitement, d'une certaine façon d'une partie de la réglementation, on s'aperçoit que nos réglementations ne sont pas forcément adaptées. On s'aperçoit également qu'il y a une difficile prise en compte de la part des juridictions de ces nouvelles formes de travail. Et clairement, aujourd'hui, il est nécessaire de s'adapter à ces nouvelles formes d'organisation du travail pour traiter de manière plus efficace ce type de dossier. Alors, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise économique liée notamment à la pandémie, le secteur aérien, qui est particulièrement touché, voit la fraude se développer encore plus que d'habitude. Donc aujourd'hui, j'ai envie de confirmer un peu les propos de Yann Douillard, la coordination entre services est indispensable pour lutter efficacement contre la montée du dumping social, les inégalités entre les travailleurs et surtout, ce qui a été déjà mentionné, la hausse de la concurrence déloyale entre les entreprises. Donc vraiment, aujourd'hui, le partenariat doit se renforcer pour permettre une évaluation globale des compagnies aériennes et puis pour être plus rapide, plus efficace dans le traitement de ce type de dossier. Parce que comme on l'a précisé, les fraudeurs sont toujours plus rapides et plus inventifs. Et surtout, ils ont une grande capacité d'adaptation. Voilà. Je vous remercie de votre attention.